Bienvenue dans ce troisième épisode du balado La PMA et puis quoi? PMA pour procréation médicalement assistée. La semaine dernière, nous avons parlé de la peur de l'infertilité avec notre invitée Sarah. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Kim Leblanc dans l'épisode intitulé Un bébé surprise. Nous allons parler de santé mentale, de parcours médical, de sexualité, du syndrome des ovaires polykystiques et bien plus. Un balado 100% bénévole initié par La Cigogne n'a pas notre adresse. Bonne écoute! Combien d'années que tu es dans le parcours de la procréation assistée? En tout, 4 ans, mais c'est ça. De toutes les démarches, vraiment 3 ans. Mais j'ai eu une année où est-ce qu'il a fallu qu'ils découvrent qu'est-ce que j'avais avant de commencer les médicaments. Donc, toute une année là, de recherche, d'examen, prise de sang, j'imagine, oui, échographie. C'est ça, parce que j'avais été 5 mois que j'avais aucune règle. Fait que le temps de trouver toutes les prises de sang, trouver qu'est-ce qui se passait, j'ai comme perdu une année de ça. De votre côté, en fait, la source d'infertilité, c'est quel diagnostic a tombé? C'est les ovaires polykystiques. De mon côté, mon conjoint est correct. Alors, c'est ce qu'on appelle le SPOC, c'est ça? Oui. À travers ton parcours, quels seraient les 4 mots qui décrivent ce cheminement-là? En premier, la force. Le deuxième mot que j'ai trouvé, c'est espoir. Ensuite, déception. Puis, malheureusement, l'abandon à la fin. C'est pas mal ça qui résume mon parcours des 4 dernières années, là. Est-ce que tu as envie de développer un petit peu plus sur le choix de ces 4 mots qui représentent ton parcours? Oui, au niveau de la force, c'est sûr que quand le diagnostic a tombé, j'étais contente parce que j'avais un diagnostic. Donc, je me disais, il y a quelque chose à faire. Les médecins disaient, il y a quand même beaucoup de femmes qui vivent ce problème-là. Donc, on a quand même beaucoup de ressources. Le syndrome des ovaires polykystiques est une maladie hormonale qui toucherait une femme sur 10, selon des chercheurs de l'Université McGill et certaines cliniques de procréation assistée. Quand ils m'ont dit on va commencer avec la Sérofène pour les 6 premiers mois à simple dose, j'étais comme OK, tu sais, il y a pas de problème. On y va. J'étais mentalement prête à passer à travers ça. Les premiers 6 mois, justement, ça a été des déceptions quand même, mais la force était là. Ensuite, quand ils ont passé double dose de Sérofène 6 mois après, là, c'est sûr que les émotions, tout ça, ça a commencé à embarquer, mais j'étais quand même, c'est pas grave, je suis faite forte. Dans la vie, on passe à travers les choses, puis il n'y a pas de problème là-dessus. Fait que j'ai été un autre 6 mois à double dose. Donc, on s'entend, pour ceux qui nous écoutent, c'est des hormones. Oui. Des hormonales. Donc, tu ressentais les effets sur ton corps, ton humeur. Oui, c'est ça, exactement. Même petite parenthèse comme ça, elle m'avait dit que j'allais avoir des chaleurs de femmes enceintes, de femmes ménopausées. Puis tous les symptômes de femmes qui sont dans la ménopause, puis j'étais comme oui, tu sais, c'est ça, mais la première chaleur qui m'a pognée, c'était vraiment pas drôle. J'étais comme, ça se peut pas que je vive ça à mon âge. Même au niveau des émotions, tu pleures tout le temps, mais tu sais pas pourquoi tu pleures. Fait que c'est sûr que c'était une adaptation, mais comme je dis, le mot force reste là, parce que je me disais, tu sais, faut que tu passes à travers ça si tu veux avoir ce que tu veux, le petit miracle que tu veux depuis. Puis au niveau de l'espoir, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai lu sur le syndrome des ovaires polykystiques. Comme je dis, il y a beaucoup de ressources, il y a beaucoup de femmes qui ont tombé enceintes avec les ovaires polykystiques. Donc je gardais toujours le petit espoir. C'est sûr qu'ils disaient certains aliments, de faire attention à certains aliments parce que ça faisait prendre du poids, ce qui favorisait pas nécessairement le fait de vouloir tomber enceinte. Donc, il fallait que j'arrête, mettons, le lait et tout ça. Donc, j'ai arrêté comme produit laitier. Donc, à travers ces actions-là,
qu'on rajoute un peu d'espoir, j'entends, que tu as pu rajouter l'espoir dans ton parcours. À lire toutes les choses. J'ai même arrêté de l'alcool, c'est niaiseux. J'étais pas quelqu'un qui buvait beaucoup, mais la fin de semaine, des fois, ça m'arrivait que je pouvais prendre une bouteille de vin avec mon conjoint, mais ça, j'avais décidé de tout arrêter. Mais c'est loin d'être niaiseux, hein. C'est vraiment... on met toutes j'ai mis les chances de ton côté. C'est ça. Même au niveau des exercices, j'étais pas quelqu'un qui faisait beaucoup d'exercices. Là, je me suis vraiment mis à faire du sport, prendre soin de ma santé, parce que là, je savais qu'autant mentalement que physiquement, il fallait que je le fasse. Fait que l'espoir, elle restait toujours un petit peu là. Comme Kim le dit si bien, il y a des actions dans la vie quotidienne qui peuvent favoriser la santé reproductive. Nous en avons parlé avec Serena Québec dans le premier épisode. Je vous invite à consulter une ou un professionnel de la santé ou de la santé reproductive afin de vous guider dans vos choix. Avec les hormones, c'est sûr que là, j'ai embarqué, quand ça n'a pas fonctionné, c'est quand même 12 mois d'échec, on va se le dire. C'est 12 mois qui est difficile. Au début, tu es comme « Oh là là, c'est le fun », mais quand c'est rendu qu'il faut que tu fasses l'acte parce qu'il faut faire ça, ben c'est sûr que tu te perds dans ton couple un petit peu. C'est super intéressant ce que tu apportes. Il y a une autre invitée aussi avec qui on parle justement de l'aspect mécanique des relations sexuelles. Puis on dirait que c'est encore plus tabou de parler des relations sexuelles justement dans un processus de conception, de création, ce qui est quand même paradoxal, mais qui est vraiment répandu chez les couples en procréation assistée. Non, c'est ça. C'est surtout quand on voit que ça fonctionne plus, là, tu te mets à calculer tes températures parce qu'il faut que tu calcules, parce que les médecins veulent tout voir, veulent tout savoir. C'est ça, c'est un processus mécanique qu'à un moment donné, t'as plus le goût, là. Je veux dire, tu le fais parce qu'il faut que tu le fasses, mais on se perd dans un couple, dans un certain sens, à ce niveau-là. Parce que la flamme, c'est plus la même, puis c'est plus pour les mêmes raisons que tu le fais. Finalement, c'est venu au mot déception, parce qu'après 1 an que ça n'a pas fonctionné, ben on vit quand même des échecs. Puis c'est là qu'on a fait affaire avec Fertilis, la clinique à Laval, qui nous ont dit qu'on allait commencer les procédures d'insémination. Puis j'avais toutes mes températures, tous mes tests, toutes mes affaires, donc... on a commencé notre première insémination à ce moment-là. J'étais pas très forte mentalement, mais en même temps, tu te dis, faut faire ça pour y arriver. Donc, tu le fais. Puis moi, je suis quelqu'un qui a peur des aiguilles. Puis il faut quand même que tu aies la prise de médicaments qui est d'autres hormones, mais il faut quand même que la veille, 24 heures avant, tu te piques dans le ventre. Mais là, ça, c'était une autre chose qui m'a vraiment stressée, parce que moi, je suis pas capable. Il fallait que je trouve quelqu'un qui me le fasse. Puis j'avais pas confiance en mon conjoint, mais il est tellement calme que j'avais peur. Fait que j'ai fait affaire avec une amie. Fait que là, c'était dur aussi parce qu'on me disait l'heure à laquelle il fallait que je me pique. Des fois, c'était à 11h le soir. Il faut que tu ailles à quelque part pour te... Fait que ça aussi, j'ai eu quelques... Oui, puis c'est ça. Donc, ça n'a pas fonctionné la première insémination, fait que c'est une autre déception. La même procédure pour le deuxième insémination en processus n'a pas fonctionné. Et depuis, le docteur, il m'a annoncé que j'avais un kyste de 5 cm sur mon ovaire droite, qu'il fallait arrêter toute procédure pour 3 mois. Comment tu t'es sentie à ce moment-là? Dévastée. Je comprenais pas parce que ça faisait vraiment longtemps que j'avais de la misère à conduire, j'avais de la misère, ça me faisait vraiment mal. Puis là, t'as un kyste de 5 cm sur ton ovaire. Donc, c'est plus gros, quasiment plus gros que ton ovaire. Ah, OK. Fait que là, de se faire dire, OK, mais c'est quoi? Faut que je me fasse opérer? C'est dans où je m'en vais? Non, il va éclater tout seul. OK, il va éclater tout seul. Fait que j'ai été un peu aussi laissée... tu sais, c'est sûr que c'est normal pour eux, mais moi, je me dis, ça va faire quoi? Puis je suis pas quelqu'un qui va trop poser de questions non plus. Fait que je me suis mis un peu dans le doute.
le 3 mois d'arrêt, c'était comme, aïe, ok, mais il faut que j'en profite pour me calmer, prendre soin de moi, parce que là, je peux pas prendre d'hormones, je peux rien. Fait que c'est comment je me suis sentie vraiment dévastée. J'étais comme, pourquoi qu'avec tout ce que je fais, encore là, ça fonctionne pas, puis il faut que j'aie encore une embûche de plus. Mais par la suite, j'ai su que c'était ça, les ovaires polykystiques, c'est que ça cause des kystes. Tu rentres dans un univers médical qui est complètement nouveau aussi, tu sais, le langage, l'attente aussi, que ton corps réagisse d'une telle façon. T'es vraiment dans l'apprentissage, là. Oui. Oui, puis c'est pas... Moi, je fais confiance en la médecine, donc je pose pas 30 questions. Oui, sur le coup, je vais en poser, mais je laisse, tu sais, on me dit de faire ça, je fais ça. Je veux dire, je leur fais confiance. Mais je me suis rendu compte aussi qu'il aurait peut-être fallu que je pose plus de questions. J'aurais peut-être été moins stressée. Puis c'est vraiment le 3e mois que ça l'a éclaté, puis c'est ça. Là, j'étais comme soulagée dans un sens parce que, OK, je peux recommencer les procédures, mais ça a été tellement douloureux que j'avais peur de recommencer les procédures aussi. Fait que j'étais comme, OK. Fait que on a conclu qu'on en faisait un autre quand même. Donc un autre insémination. D'insémination. Ils sont couverts... Oui, ben les médicaments ne le sont pas. Oui, si très bien précisé. Si on n'a pas d'assurance à ce niveau-là, ça l'est pas. Puis le Vidrel, ce qui appelle l'injection, n'est pas donné. Oh que non. C'est sûr qu'à ce niveau-là, le fait qu'il nous insémine le spermatozoïde de ton conjoint est gratuit, mais le restant qui englobe qu'il faut toute la procédure pour arriver à là, faut que tu débourses quand même. Tout à fait. On parle aussi, je sais pas pour ta part, mais l'absence au travail, les journées de congé, le déplacement, le le gaz, le kilométrage, les médicaments aussi. Donc, bien que l'insémination en soi soit couverte jusqu'à 9 au Québec en ce moment depuis 2015, reste-t-il qu'il y a une panoplie de dépenses. Oui. Je pense que vous avez fait... oui, puis c'est sûr, parce que dans le fond, c'est ton corps qui décide quand prendre les médicaments. Ça dépend de ton cycle menstruel. Puis le conjoint aussi, il faut qu'il manque du travail pour la journée de l'insémination. Je suis vraiment dans la compassion avec vous, messieurs, qui devez vous faire un plaisir personnel dans ces petites chambres d'intimité médicale afin de recueillir votre éjaculat pour le processus qui est si important, mais qui doit être aussi gênant selon ce que j'entends. Mais en même temps, j'aimerais peut-être mieux ça que le nombre de piqûres qu'on a à se faire. J'ai quand même été chanceuse. Par exemple, j'avais un employeur qui était très compréhensif à ce niveau-là, mais ça reste qu'on se sent mal. Parce que quand c'est aux 2 jours, il faut que tu manques. Pas nécessairement manquer, mais partir, revenir. Il y a quand même une souplesse qu'un employeur doit avoir. Oui, j'ai été chanceuse à ce niveau-là. Ils ont été quand même très compréhensifs pour moi. Espérons que d'autres employeurs vont pouvoir t'entendre, t'écouter, puis avoir le cœur ouvert pour leurs employés. C'est important parce que quand on ne les a pas, c'est déjà dur d'accepter tout ça. Qu'il faut qu'on ait quelqu'un qui est compréhensif comme employeur, parce que c'est sûr que ça fait ça peut déranger certains employés. Moi, je sais que ça a été une petite problématique, mais tant que l'employeur accepte, dans le fond, tu sais, je veux dire, moi, j'en parlais ouvertement, là. J'étais pas... je me cachais pas au niveau des employés, j'en parlais ouvertement, justement pour les sensibiliser un petit peu. Donc, le 3e échec en insémination, celle-là, ça a été le coup là, qui m'a mis dans l'abandon. J'ai décidé, on a décidé en fait, on a toujours pris les décisions en couple, là. Mais on a décidé d'arrêter toutes les procédures parce que là, ça faisait comme quasiment 1 an et demi que c'était comme trop. Au niveau mentalement, au niveau de notre couple aussi, ça l'a joué beaucoup. Moi, j'étais plus pareil, je me renfermais. Donc, j'ai appris par la suite aussi que j'étais en dépression majeure.
J'ai pas fait de tentative de suicide, mais c'est un cri d'alerte que j'ai lâché. J'avais quand même des idées suicidaires, j'étais tannée, j'étais à bout. Tu souffrais beaucoup? Oui, puis je me disais, tu sais, au niveau de ton conjoint aussi, là, c'est difficile parce que j'étais comme, tu sais, je te comprends si tu veux partir ailleurs, aller avec une femme qui est... Mais ça, j'ai de la misère à l'accepter, que lui devait mettre sa vie de côté pour famille, parce que moi, j'avais un problème, fait que ça aussi, ça a comme tout joué... Ça doit être lourd à vivre. Oui, c'est lourd parce que tu le portes pour toi, mais tu le portes aussi pour ton conjoint parce que tu te dis, mon Dieu, tu sais, est-ce qu'il l'accepte pour de vrai? Est-ce qu'il va vraiment rester? Est-ce que je vais me faire laisser? C'est vraiment important ce que Kim est en train de nous partager. Une partie de son histoire, mais aussi une partie de sa vulnérabilité dans un moment aussi difficile qu'a été la procréation médicalement assistée. Un sujet encore très tabou, une face cachée peut-être. Je me pose la question. En dépression majeure, j'ai quand même été en psychiatrie à l'hôpital et tout, là, donc je pouvais pas continuer de prendre des hormones parce que sinon là c'est normal que j'avais toutes ces idées-là puis tout ça parce que là, mon cerveau il fonctionnait plus comme qu'il devait fonctionner. Puis je suis certaine, Kim, que t'es pas la seule. Puis je te remercie de nous le partager parce que, en effet, tout le côté santé mentale est pesant pour certains. Mais en fait, je suis sûre que pour plusieurs couples en procréation assistée qui vivent l'infertilité. Donc, merci de nous le partager. Ben, ça me fait plaisir. Parce que c'est pas tout le monde qui en parle, ça. Je suis consciente aussi. Mais moi, je suis ouverte à tout dire parce qu'il faut qu'on en parle. Puis c'est comme ça que je m'en ai sortie, c'est en parlant. Quand on parle, je me permets de faire une parenthèse, mais quand on parle dans l'espace public que, justement, le programme devrait pas être remis ou ça devrait pas être payé, les soins en fertilité, que ça coûte cher à la société, tout ça, ben t'entendre, puis l'avoir vécu aussi, puis connaître d'autres couples, l'aspect psychologique a des facteurs sur la vie personnelle, sur la vie professionnelle, sur le bien-être. Dans le fond, notre contribution à la société est plus la même quand on va pas bien. Puis, tout ce que ça demande, tu parles aussi de la prise d'hormones, ça a une influence et ça peut avoir une influence sur ton corps, sur ta tête. C'est en parler, ça. C'est pas que l'objectif d'avoir un bébé pour lequel qu'on devrait payer, mais pour tous les facteurs, je crois, qui englobent le processus. Oui, parce que c'est sûr que tous les coûts qui engendrent ça, en plus d'avoir à suivre un psychologue parce que tu vas pas bien, mais il faut que tu le payes celui-là aussi. Ouais. Donc, c'est d'autres coûts, puis c'est là que ça devient difficile quand c'est question monétaire et sexuelle dans un couple. C'est sûr que ça a été dur pour lui aussi, mais il le disait pas. Donc, c'est sûr que là, d'aller chercher de l'aide... Donc, on peut témoigner qu'on s'est rencontrés aussi dans un groupe de soutien pour couples qui traversent, dans le fond, l'infertilité. C'est un groupe qui a duré 6 semaines, si je ne me trompe pas, à raison de 2 rencontres, en fait, une rencontre aux 2 semaines, dans lequel on a abordé plein de thèmes. Puis, et en effet, on en est ressorti, je pense... ressourcer un petit peu, de voir qu'on n'était pas toute seule dans ça aussi. Ça fait du bien d'en parler avec des gens qui le vivent, puis de s'exprimer comme qu'on le voulait aussi, là. Je pense que moi, ce côté-là m'a aidé énormément. Même si ça a été avant qu'on abandonne là, dans notre processus, ça m'a redonné un côté d'espoir, ça c'est sûr et certain. Quand on est allé là, je crois qu'il a vu plus, pas nécessairement communiquer, mais en voyant les autres, en me voyant moi,
je pense que comme réaliser, OK, là, c'est plus que ça elle va pas bien, il faut qu'on communique, il faut qu'on dise qu'est-ce qu'on a, il faut trouver des solutions pour remettre la flamme dans notre couple. Donc, c'est sûr que nous, ça nous a vraiment aidé, puis je pense qu'on est un couple plus fort aujourd'hui par rapport à ce que là, maintenant, on est capable de se dire, peu importe la situation dans laquelle on va être, on est capable de communiquer comme il faut. Même dans ton entourage, si tu veux en parler, t'en parles au début, mais à un moment donné, t'en parles plus, parce que tu le vois bien que les gens ne savent plus quoi dire, que sont comme « Mais non, ça va t'arriver, lâche prise. » Tu sais, fait que c'est sûr qu'à un moment donné, je trouve qu'on s'isole encore plus justement à cause qu'on est comme tanné de se faire dire c'est quand tu vas lâcher prise que ça va fonctionner. Dans un certain sens, ils ont raison, mais dans un autre sens, ils l'ont pas parce que, comme je dis, lâcher prise quand tu prends des médicaments, il faut que tu te piques, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses l'amour à telle heure, tu peux pas lâcher prise là, en faisant ça. Ça fonctionne pas vraiment. C'est omniprésent dans notre esprit, dans notre ça, corps. On n'a pas le choix. Je t'ai demandé de venir partager votre histoire. Est-ce que c'est l'histoire à laquelle on souhaiterait la finalité d'une grossesse surprise, malgré l'infertilité, malgré le diagnostic des ovaires, du syndrome des ovaires polykystiques? Oui, c'est ça. Dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé après avoir abandonné? Oui, c'est ça. Après avoir abandonné, comme je disais, j'ai été quand même dans une dépression et tout ça, mais j'ai remonté la pente. J'ai retourné aux études, juste le fait que je me disais, tant qu'à avoir de quoi... Tu sais, je voulais pas rester chez nous à rien faire. Fait que je me suis dit, je vais aller me chercher comme un petit upgrade. Donc, je suis retournée aux études pendant 1 an. Ça m'a permis de penser à d'autres choses. Par la suite, moi et mon conjoint, on s'avait dit, quand tu vas terminer, j'ai terminé dans le fond en décembre 2019. On va partir en vacances 1 semaine dans le sud. Puis par la suite, on avait pensé recommencer les procédures vers le mois de juillet, le temps de me laisser redescendre aussi toutes les émotions que j'ai vécues pour l'année que j'étais à l'école. Quand on est revenu du sud, j'étais supposée tomber dans ma semaine dans le sud. Là, je me suis dit, j'étais en retard, donc je me suis dit... Bon, avec tout le stress, moi je suis quelqu'un qui est stressé en avion, je me suis dit c'est normal, tu sais. Mais quand on est revenu, ça faisait 1 autre semaine que j'avais pas tombé. Donc j'étais rendue à 10 jours en tout et partout que j'étais pas dans ma semaine. Est-ce que tu as pensé à une grossesse tout de suite? Non. Okay. Non, je me suis dit je saute 1 mois. Ça faisait quand même 1 an que je prenais plus d'hormones, rien. Ni pour le syndrome des ovaires polykystiques aussi, ça arrive souvent qu'on saute des mois. Puis pour régler ça, en fait, c'est soit qu'on prend la pilule contraceptive ou ils nous donnent un médicament qu'on doit prendre 1 fois par mois qui nous fait tomber dans notre semaine. Okay. Mais je prenais aucun de ces médicaments-là. Donc moi, je me suis dit... OK, là, va falloir peut-être que je retourne consulter. Donc, rendu à 14 jours de retard, mon conjoint il me dit, ben, fais un test, tu sais, on sait jamais. Ben, je dis non. Je dis, j'en ai tellement fait, j'ai tellement été déçue à chaque fois qu'il n'y avait jamais 2 bords. J'ai dit, hey, non, je suis juste en train de sauter 1 mois, tu sais. Inquiète-toi pas avec ça, là, je vais attendre une couple de jours, puis je vais consulter un médecin, puis je vais aller voir. Finalement, dans la même soirée, on est allé souper chez des amis. Puis il l'a dit, que ça faisait 14 jours que j'étais en retard dans mes règles. Fait que là, tout le monde était comme, mais fais un test. Puis là, j'étais comme, mais non, j'ai pas le goût de faire un test parce que j'ai pas le goût d'avoir une autre déception. Puis je veux dire, je prends pas d'hormones, je prends rien. C'est impossible, là, ça peut pas fonctionner. Puis ils m'ont tellement... pas agacé malsainement. Ils t'ont mis de la pression un petit peu. C'est ça. Ah ouais, là, j'en ai un fêlé, tu sais. Je dis, OK, c'est beau, je vais le faire, je vais vous le mettre dans... Je me souviens très bien d'avoir dit, je vais vous le mettre d'en face que je suis pas enceinte. Fait que j'ai fait le test, on est sorti dehors, j'ai attendu 5 minutes. Quand on est rentré, le test était positif. Donc, j'ai su que j'étais enceinte.
Alors, c'est ça. Donc, aujourd'hui, je suis quand même rendue à 38 semaines. le petit bébé s'en vient bientôt. Donc, c'est ça. Il y a un petit miracle qui s'est créé pour nous. Je peux pas confirmer que c'est un lâcher-prise. Ça, je le confirmerai jamais que c'est parce que j'ai lâché prise. Mais je pense que le fait de se retrouver mentalement, d'écouter son corps, de se dire là, c'est assez, oui, tu le veux à tout prix, mais il faut quand même écouter notre corps parce que le corps parle beaucoup. Est-ce que tu penses que tu as vécu peut-être plus de doutes qu'une personne qui a conçu un bébé naturellement? C'est sûr. C'est sûr et certain. Je me disais toujours, ça se peut pas que ça allait vraiment fonctionner. Même que le premier mois, j'étais comme, c'est pas un vrai, c'est un faux test, tu sais, il est pas bon le test. Si. Mais là, quand les mal de cœur ont commencé, j'ai pris beaucoup de poids vite aussi. Donc, j'étais comme, OK, là j'ai des symptômes. Là. Est-ce que ça t'a rassuré? Oui. Plus que j'avais de symptômes, plus que je me disais, c'est parce que c'est vrai, c'est vraiment vrai. Mais c'est sûr que pour les 3 premiers mois, moi, je suis arrêtée dans le métier que je fais, je suis arrêtée directement quand on est enceinte. On le sait, on est arrêté. Mais je faisais rien, je faisais juste dormir parce que je voulais vraiment mettre toutes les chances de mon côté les 3 premiers mois. Après mon 3 mois, dans mon premier mois, j'étais fatiguée, je dormais des 20 heures sur 24, j'avais mal au cœur. Fait que je me disais, c'est bon signe, c'est bon signe. Un peu je t'entends, puis ça me fait penser à l'espoir qu'on recherche avant le fameux positif. Oui. Où c'est, OK, j'ai un symptôme de la grossesse, ça va bien, c'est correct. Comme un peu tu faisais référence tantôt à tu t'es mis à bouger, t'as arrêté de consommer des petits drinks de party, tout ça. Donc, je trouvais que ça faisait un parallèle entre le avant la conception, tout ce qu'on met en place comme mécanisme pour s'aider, cette recherche d'espoir-là, puis quand on est enceinte, ben toutes les... OK, bon là, je veux bien dormir, cette pression aussi de comme bien faire, on dirait. Oui, vraiment. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Après 4 mois, quand t'es encore à terre, puis que tu dors encore 20 heures sur 24, là, je peux dire que je pleurais. Puis, tu sais, ayant vécu ça, toutes les procédures, tous les échecs, là, tu veux pas le dire à tant de monde que ça parce que tu le sais pas les 3 premiers mois si ça va fonctionner. Puis ceux qui le savent, j'ai pas le goût de leur dire je file pas, ça va pas, parce que j'ai tellement voulu ça que là je me dis je peux pas me plaindre. Sauf que le 4e mois, quand j'ai vu que je dormais encore 20 heures, là, je commençais un petit peu à faire comme là, c'est-tu normal, tout ça. Puis finalement, c'est ça, ils ont découvert d'autres choses avec ma glande thyroïde, donc c'était normal que j'ai pris beaucoup de poids au départ et que j'étais fatiguée tout le temps parce qu'on me disait après 3 mois, tu vas voir, ça va passer. Ouais, non, ça va pas passer. Puis t'as ouvert une porte, puis je trouve ça hyper intéressant de l'aborder encore avec toi. Tu disais que tu voulais pas te plaindre de ta grossesse parce que justement tu l'as voulu, tu l'as souhaité. C'est comme un peu freiner, je pense, tes émotions, ce que tu ressentais vraiment. Ben c'est sûr, mais tu sais, je me dis en même temps, je peux pas dire que j'aime pas ma grossesse ou que je peux pas dire ça, tu sais. Je veux dire, je l'évite. Fait que c'est sûr que tu te freines. Comme une femme qui a une conception naturelle, de dire, mettons, qu'elle est moins bien dans son corps, qu'elle est plus fatiguée, ça passe bien. Oui. Je pense pas qu'elle se sent aussi coupable que tu sembles avoir vécu de ton côté. Non, c'est ça. Tout le long de ma grossesse, je me suis sentie coupable. Puis même, j'ai quelqu'un qui est pas dans mon entourage, mais que une connaissance qui l'est. Puis elle s'est plaint tout le long de sa grossesse, que c'était vraiment plate, elle peut pas ci, elle peut pas ça. Puis moi, j'étais comme... Je suis persuadée qu'elle a quand même une belle grossesse versus qu'est-ce que moi, j'ai dans mes émotions et tout. Puis
je trouvais ça, même encore là, j'étais là... Mais tu t'es pas accordé cet espace-là Non. pour vivre un peu là, comme les épreuves quand même que ça demande une grossesse, faut pas se le cacher. Là, ton corps change tellement vite. Oui. Oui, puis c'est une adaptation, là. Je comprends qu'on peut pas tout faire, qu'est-ce qu'on a à faire, mais en même temps, j'étais pas capable de dire... Tu sais, j'essayais toujours de ramener le côté positif, mais non, mais on crée la vie, c'est normal, tu sais, mais pourtant, je la comprenais, qu'est-ce qu'elle dit, je comprenais, mais je suis pas... c'est ça, je serais pas la personne qui va aller... Ton histoire représente, et je suis persuadée qu'il va représenter aussi cette dose d'espoir-là pour ceux et celles qui nous écoutent. Donc, avant de se quitter, j'ai 2 petites questions pour toi. Oui. J'aimerais savoir ce que tu aurais aimé qu'on te dise pendant ton parcours. Honnêtement, que ça allait pas être facile. Accorde-toi du temps, écoute-toi. C'est ce que tu aurais aimé qu'on J'aurais te aimé dise. ça qu'on me le dise. J'aurais aimé ça qu'on me dise ça va jouer sur ton mental. Parce qu'on connaît pas ça, on connaît pas les effets secondaires. Ce que j'aurais aimé le plus me faire dire, fais attention, si tu vois que ton mental va pas bien, prends des pauses pour toi, arrête-toi, fais ce que t'aimes. Tu sais, de pas me garrocher autant intense, de m'accorder du temps dans le fond, puis que c'est ça, que c'est pas un processus facile, que j'aurais aimé ça qu'on me l'explique un petit peu plus comme ça. Puis, en terminant, c'est quoi le souhait que tu souhaites aux couples et personnes qui vont ou s'en vont vers la procréation médicalement assistée? Ben, c'est sûr que je leur souhaite tout le meilleur qu'ils peuvent avoir, ça c'est sûr et certain. Mais encore là, je leur souhaite de s'écouter. Comme c'est vraiment, j'insiste là-dessus parce que j'aurais dû le faire plus vite. De s'écouter, c'est correct de s'accorder des pauses, puis c'est normal que ce soit difficile, c'est tout ça, mais de garder espoir quand même. Garder espoir, on n'est jamais au bout d'un miracle. Je pense que j'en suis quand même une bonne preuve. Je leur souhaite tout le positif que je peux leur envoyer, parce que je sais que c'est pas facile comme épreuve. Et je te remercie beaucoup. Puis d'un côté, on te souhaite une belle fin de grossesse, Merci. un bel accouchement. Oui. Puis merci d'avoir partagé avec nous ton parcours, celui aussi de ton conjoint Oui. qui est là dans l'histoire, dans votre cheminement. Puis félicitations pour la grossesse surprise. Merci beaucoup. Dans toute cette épreuve-là, les montagnes russes d'émotions, Oui. puis les apprentissages que tu as pu faire sur toi-même, puis sur votre couple aussi. Oui. Alors, merci beaucoup! Merci à toi. Merci à Kim de nous avoir inspirés avec son histoire. Elle nous rappelle de garder espoir, de ne pas abandonner, mais surtout d'écouter son corps et de prendre soin de sa santé mentale. Aujourd'hui, elle a accouché de son bébé en pleine santé et on leur souhaite beaucoup de bonheur en famille. La semaine prochaine, infirmière au cœur de la PMA. On reçoit Jessica Pessan-Lahaye, infirmière en chef à la clinique Fertilis. On parle profession, portrait des couples infertiles, passion et empathie. Une réalisation 100% bénévole initiée par La Cigogne n'a pas notre adresse. Merci à Dave Racine pour la composition musicale.